Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voix des Gémeaux-Cœurs, le podcast où le sort vous est favorable. Un retour en détail, chapitre par chapitre, dans l'univers Hunger Games. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix des Gémeaux-Cœurs. Je suis May et je suis accompagnée d'Arwen. Bonsoir. Qui fera le résumé de la première partie. D'Amandine. Salut. Qui fera le résumé de la deuxième partie. Et de Claire. Salut. Qui nous a préparé un personnage mystère. Vous allez bien ? Impeccable. Ça va et toi ? Ça va super. Aujourd'hui, on clôture la première partie de ce tome 1 avec le chapitre 9. Nous avions laissé Katniss sur une annonce assez terrible. Peeta veut désormais être entraînée et conseillée seule. Comment Katniss va réagir ? C'est ce que nous verrons dans ce chapitre. Comme toujours, je rappelle que nous décortiquons les chapitres, mais qu'on va très souvent très loin et qu'il y a donc du spoil sur la saga complète, préquelle inclus. Si vous ne souhaitez pas découvrir l'issue de cette fantastique saga avant d'avoir lu les livres, nous vous conseillons de bien enregistrer le podcast dans vos favoris et de revenir nous écouter plus tard. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer le résumé détaillé. Installez-vous bien, un plaid, un chocolat chaud, et c'est parti. Arwen, je te laisse le micro. 1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test. Ça a l'air d'être bon. On retrouve une Katniss toute perturbée parce qu'elle vient d'apprendre que Peeta ne souhaite plus être coachée avec elle. Elle se sent trahie mais ne comprend pas pourquoi, puisqu'elle refuse d'admettre que dans le fond, elle lui fait confiance en fait. Bah si, en fait, elle commence un peu à l'admettre sous forme de question. Elle se pose la question, Ouais. ne lui faisais-je pas un peu confiance ? Elle ouvre la porte. Enfin, c'est dur quand même, hein. Elle entrouvre la porte. Elle a la main sur la poignée. Elle la baisse doucement. C'est juste, il y a juste sa petite tête qui dépasse, genre, non, Et j'ai noté la différence, enfin, la dualité, on va dire, entre les mots, parce qu'elle parle de trahison, et en même temps, elle parle de confiance. Du coup, elle a des sentiments super forts, et après, elle utilise le mot arrangement. Genre, ça faisait pas partie de notre arrangement. Mais en fait, la confiance et la trahison, c'est des sentiments, ça n'a rien à voir avec un arrangement. Je veux dire, tu dis pas, allez, je vais m'arranger pour te faire confiance. Bah non, c'est soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Oui. Et du coup, on voit bien qu'elle essaie de trouver une explication rationnelle à quelque chose, qui l'est pas. Oui, c'est vrai. Katniss, la parano, refait surface et se dit que Peeta a enfin réalisé que plus vite ils arrêteront de prétendre, entre guillemets, être amis, mieux ce sera. Elle se dit aussi que cette réalisation est peut-être liée au résultat des sessions individuelles. Alors là, il y a une petite différence VF et VO, parce qu'en VF, elle pense que c'est lié, je cite, à mon excellent résultat à l'entraînement, mais en VO, elle pense carrément que c'est parce qu'elle a eu un meilleur score que Peeta. C'est noté « I suspect it had to do with my outperforming him in training ». Donc elle se dit qu'il est jaloux en fait. Sûrement un peu, peut-être. En mode, ouais, elle est une fille plus forte que les garçons. Je sais pas. Mais c'est tellement loin de son vrai caractère. Oui. Moi, je me demandais comment elle fait pour croire qu'il est jaloux, étant donné que, je sais plus si c'était le chapitre d'avant ou celui encore avant, il lui disait que c'était elle qui allait gagner, que... enfin, il se fait pas d'illusions sur ses propres chances. En plus, il a été vachement direct avec elle. Bon, ok. Bah oui, encore une fois, ça n'a aucun sens. Et moi, je radote. Je vais radoter encore. Attention, mais que vais-je dire ? J'aimerais trop avoir le point de vue de Peeta. Pour savoir si... Enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? À tel moment ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Haymitch annonce à Katniss que la journée sera séparée en 2 parties de 4 heures afin de préparer son interview. La première avec Effie pour travailler son image et la deuxième avec lui pour le contenu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous préféreriez aller avec Haymitch ou avec Effie ? Haymitch. C'est une bonne question. Avec Haymitch, en vrai, non ? Ouais, je pense. Mais ouais. Je serais trop stressée, je pense, avec Haymitch.
vu comment il se comporte après, bon, on va voir, Ouais. je vais pas en parler maintenant, mais ce serait trop stressant pour moi. Je préfère marcher en talons avec Effie et sourire, ça me dérange pas. Ouais, mais je sais pas, je trouve, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant Oui, c'est ce que j'allais dire. ça je suis d'accord. et beaucoup plus stimulant, et voilà. Et plus important aussi, je pense, le contenu que le film. Oui. Ouais. Et quoique au Capitole, vu comment ils sont superficiels, je pense que finalement, Effie a toute son importance quand même là-bas. Oui, c'est vrai. Effectivement. Mais bon, c'est quand même pas intéressant ce qu'elle fait. Il n'y a pas besoin de talons pour survivre dans l'arène. Eh bien, dans le film, il n'y a aucune mention de la préparation avec Effie et Sina. C'est vrai. Il y a seulement mention de celle des Mitch. Mais du coup, on voit Mhm. aucun plan dessus. On sait juste qu'ils vont se voir, qu'ils vont faire des petites préparations. On sait pas quoi. En même temps, ça aurait pas été très marrant de voir Katniss en train d'essayer une robe et de marcher. Avec Effie qui lui gueule dessus. Je pense que c'est le genre de truc qu'ils auraient pu tourner et mettre dans les scènes coupées. Mm. Ouais, peut-être, ouais. Ah, je voulais vérifier, j'ai oublié d'aller voir le script pour voir s'il y avait des différences. Le premier mince. script. Dommage, ce sera pour la prochaine fois. Je ferai un point de temps en temps, sinon. Mhm. Effie lui fait porter des talons et une longue robe pour l'entraîner à marcher, et Katniss a beaucoup de mal à s'habituer. Je sais pas vous, mais moi qui ne porte pas souvent de talons, j'ai la même impression à chaque fois que je dois en porter, alors je compatis. Elle travaillait également sa posture assise, et Effie lui répète sans cesse de sourire plus. Bon. Alors c'est un moment qui me fait un peu grincer des dents, parce que je vois beaucoup trop le sous-entendu « Bah, tu es une femme, donc tu dois être belle et sourire ». Bon, je vais pas m'étendre trop là-dessus, je rappellerai juste qu'encore aujourd'hui, certains attendent toujours par exemple des femmes politiques qu'elles sourient. Et si elles ne le font pas, on leur demande « Ça va pas ? Faudrait sourire un peu plus, hein ?» Alors que ça viendrait jamais à l'idée pour un homme politique. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a tellement d'exemples que c'est juste déprimant. C'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire et je pouvais pas passer à côté sans le dénoncer. Bon, je sais, il y a un contexte particulier avec les Hunger Games et le besoin de sponsors, etc., etc., mais justement, ça montre bien le problème. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer les préparateurs des tribus garçons dire la même chose. J'imagine mal les préparateurs de Trèche lui dire « Bah oui, vas-y, souris un peu ». Bah non, ça va Oui. pas du tout avec le personnage, et ça devrait pas aller avec le personnage de Katniss non plus, c'est pas du tout son caractère, mais voilà, c'est une Mais femme, oui. donc forcément elle doit sourire. Par contre, je me demande si Pita, il a pas la même consigne de sourire, parce que lui, pour le coup, il doit être présenté comme un gentil et tout, donc je sais pas. Ben, Ah, c'est une bonne interrogation, ça. je me demande si Pita, il a peut-être pas eu à forcer Oui, pour le Ouais. faire sourire. oui, il a C'est peut-être pas son besoin de caractère. s'entraîner, ouais. Ouais. Et moi, j'ai noté qu'en plus de ça, en plus que ce soit vraiment du sexisme ordinaire, comme tu dis, je trouve que c'est vraiment une manière de montrer les femmes comme étant juste inoffensives. Mm. Elle est toute mignonne, elle est jolie, faut qu'elle soit superficielle. Du coup, tu te dis, ok, elle va vraiment être inoffensive enfin, faut vraiment se montrer toute mielleuse, toute inoffensive, là. Alors qu'ils vont s'entretuer, laisse-les se montrer tels qu'ils sont, en fait. Je me demande si c'est pareil pour toutes les tribus parce que je pense à Enobaria ou à comment ça s'appelle, ou à Clove. Est-ce que elles ont eu la même consigne de paraître très agréable aux yeux du public, mais entre guillemets, j'arrive pas à trouver mon mot. Pas agressive, mais Rentre dedans Vi- un peu. ouais, j'ai pas le mot exact, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je me demande si, en parallèle du fait de devoir paraître menaçante, c'était ce mot-là que je cherchais, est-ce qu'elles ont quand même la consigne de devoir paraître agréable et de sourire? Bonne question, ça aussi. Mais mais je crois que c'est dans les 75e où Johanna, elle pète un câble sur l'interview. Et je me demande si elle était pareille sur sa première édition. Je pense pas.
Johanna, c'est Moi, particulier je parce pense un qu'elle petit se peu, faisait quand même. passer pour très faible, très, Ah oui, donc oui. très nulle, Oui, donc voilà. je pense pas qu'elle ait été très agressive ou menaçante Ouais. pendant ses premiers jeux, enfin pendant la préparation Donc des elle, premiers jeux. pareil, en fait, certainement c'est qu'on vrai. lui a donné en plus comme Mm. directive de paraître toute gna gna gna. Ouais. Mm. J'avais noté aussi que, donc, outre le fait qu'ils doivent performer leur genre, c'est-à-dire que je sais pas si on a déjà vu des tribus masculins être sexualisés comme Glimmer va l'être un peu plus tard dans le chapitre, mais même, enfin, il y a tout ce qu'on a dit juste avant, et il y a le fait aussi que, bah, c'est bête, mais devoir apprendre un nouveau truc en plus, c'est-à-dire porter des talons, c'est quand même vachement inconfortable là où les tribus masculins, ils vont pas avoir cette contrainte-là. C'est-à-dire que c'est quand même une contrainte physique en moins, avec des vêtements qui vont être un peu plus agréables à porter. Je trouve que c'est... je sais pas, il y a quand même un désavantage à être un tribu féminin, j'ai l'impression. Mais on peut faire le parallèle avec la vie tout court, en fait. J'allais dire, tiens donc, Ouais, ça vous parce rappellerait que- pas le monde réel en fait? Ouais, parce que c'est pareil, en fait. Les mecs, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, et c'est toujours confortable, même si c'est stylé. Enfin, pour une fille, si tu veux être stylé, c'est soit faut que ça soit court et après c'est gênant, soit il faut que ça soit si, mais c'est pas confortable, soit faut mettre des talons et c'est pas confortable. C'est toujours des contraintes vestimentaires qui En impactent la manière dont tu dois te comporter. plus. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, quand t'es en robe, tu peux pas t'asseoir avec les jambes écartées, quoi. Mm. Ou des trucs comme ça, alors que bah, si t'es en pantalon, c'est pas une question du tout que tu vas te poser. Il y avait un truc, alors je sais pas si ça se vérifie ou pas, mais j'avais lu un article qui disait que au fur et à mesure de l'histoire, plus on donnait des droits aux femmes, plus il y avait un côté plus strict dans soit la mode, soit les critères de beauté. Et donc genre, ah ouais, t'as le droit de, je sais pas moi, de sortir dehors sans un homme, crac, corset, tu sais, pour bien te serrer la taille, pour plus que tu puisses respirer. Enfin, je dis non, parce que c'est pas ça, mais qu'il y avait forcément un truc comme ça, quoi. On t'offre une petite liberté, mais derrière, tiens! Je saurais pas dire du tout. Si tu retrouves les infos, je les veux bien. C'est Ouais. intéressant. Je ferai des petites recherches. Bon, j'avais dit que je m'appesantirais pas sur le sujet, mais bon. À deux doigts de devenir un podcast engagé la dernière fois. Bon, ça fera une petite piqûre de rappel à nos auditeurs masculins éventuellement. Ouais. Effie demande à Katniss de ne pas fusiller du regard l'audience pendant l'interview et de se dire qu'elle parle à des amis. Elle lui fait une démonstration en souriant, tout en précisant qu'elle sourit malgré le fait que Katniss l'agace. Katniss, pas convaincue, part manger tout en relevant sa robe au-dessus des chevilles pour faire enrager Effie, telle l'ado incomprise qu'elle est. La voilà de retour. Oh là là, ça m'a saoulé ce passage. J'adore Katniss vraiment. J'ai pas spécialement Effie dans mon cœur, mais je déteste la façon dont elle parle des filles et dont elle parle des trucs de filles. Je sais qu'on revient sur le sexisme, mais ça fait vraiment sexisme intériorisé pour le coup, où elle est en train de dire « Ouais, mais si Effie, elle y arrive alors qu'elle est bête, ben moi je peux y arriver, machin. » Et j'ai trouvé ça vraiment très méprisant et j'étais un peu déçue, j'avoue. Ouais. Ça m'a fait tiquer aussi un peu. Bah, en fait, on retrouve un peu la caractéristique du personnage féminin qui est pas comme tout le monde et qui fait pas comme toutes les autres. Big up, bienvenue à Fourchette. Parce qu'à chaque chapitre, il parle de Bella comme ça. Mais là, ça me fait un peu penser à ça. Katniss, elle a un peu ce truc de je dénigre les autres filles parce que moi, je suis pas comme les autres. Moi, je mets des pantalons, je prends un arc et je vais buter des animaux dans la forêt pour me nourrir. Bah là, pour le coup, Katniss, ça fait pas la comparaison, surtout parce que c'est une fille. Elle fait la comparaison parce qu'elle Ouais. vient du Capitole. Ouais, voilà. Oui, aussi. Mais il y a quand même eu 2-3 pics avant où il y avait eu, ouais, les autres filles, elles s'intéressent aux garçons. Moi, ça m'intéresse pas du tout au tout début du livre. Ouais, c'est Donc, vrai. mais j'ai l'impression, Amandine, tu pourras peut-être me corriger, parce que enfin, même vous les filles, parce que je pense que vous lisez un peu plus que moi, mais
c'était un trope qui était vachement répandu au moment où les Hunger Games ils sont sortis. Et j'ai l'impression que ça tend un peu à se calmer avec les nouvelles autrices. Ouais, je pense quand même. Bah, c'est vrai Ouais, que ça fait possible, partie ouais. un peu des clichés des romans Des où années l'héroïne 2000. c'est une héroïne de 16 ans et ça fait penser à Divergente aussi un peu où Ouais. c'est Mhm. pareil. Je pense à ça aussi. Et sinon, bah, moi j'aime quand même bien le petit passage où elle part en relevant sa robe au-dessus des chevilles juste pour la faire enrager. Ça me fait quand même beaucoup rire. Ah ouais, tu veux que je me comporte bien? Bah tiens. J'imagine sa sortie comme Anastasie et Javotte dans Cendrillon. Je voyais ça aussi. Elle remonte la robe, le menton en l'air, les yeux, tu sais, vers le bas en mode... Et moi, ça m'a fait penser aussi à Anastasia quand elle apprend à se comporter en princesse. Ah oui. Hmm. Que des refs magnifiques. Bah, Anastasia, c'est trop bien. Voilà, je casse ça. Drop the mic. Après le repas, c'est au tour de la session avec Haymitch. Il la regarde sans rien dire pendant un long moment. Bon, un peu creepy, j'imagine. Puis il avoue qu'il ne sait pas sous quel angle la présenter. D'un côté, le public l'a vu se porter volontaire pour sa sœur, se balader sur un chariot avec une robe en feu et obtenir le meilleur score d'entraînement. Mais ils ne la connaissent pas. Ils sont donc intrigués. Alors moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça, la phrase des Mitch. Tu penses vraiment Ah qu'il bon sous-entendait que le public est intrigué par Katniss parce qu'ils la connaissent pas? Ben, je pense que c'est dit, carrément. Moi, j'ai noté, ça n'a rien à voir du coup, j'ai noté la remarque des Mitch sur la présentation de Katniss. Pour l'instant, tu brilles comme une étoile, et il finit par « mais personne ne sait qui tu es ». Et du coup, ça fait, après tous les compliments que je viens de te faire, bah en fait, ça sous-entend un peu genre, ce que t'es vraiment là, bah ça suffit pas. Je trouve que, enfin, du coup, moi je l'ai ressenti un peu en mode, ouais, tout le monde t'a vu sous ton meilleur jour, mais en vrai, ben t'es loin d'atteindre ça. Et je me suis dit, punaise, mais pour une ado qui, en plus de tout ce qu'elle doit subir, est en construction, machin, l'adolescence, tout ça, ben c'est pas facile de construire son soi, enfin voilà, se développer quand tu te prends des réflexions comme ça. Ah, moi, je l'ai plutôt vu en mode c'est juste qu'ils la connaissent pas parce qu'ils connaissent pas vraiment son histoire. Mais c'est vrai que ça m'a pas choqué plus que ça. Et si je viens de vérifier, du coup, il est bien noté People are intrigued, but no one knows who you are. Oui, c'est ça, le public est intrigué. Mmh. C'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Oui, il y a marqué le public est intrigué, mais personne ne sait qui tu es. J'avais un peu la même impression que c'était pour lui remettre les pieds sur terre. Alors que globalement, elle s'en est pas spécialement vantée avant. Elle s'est rendue compte qu'elle avait de la chance. Mais qu'ils lui disent, ouais, attention, il y a encore tout le taf à faire derrière. Alors qu'elle s'y attend un peu, je trouvais ça, je sais pas, un peu... Je pense que je l'ai compris un peu plus comme May aussi. Mais en fait, c'est la formulation de la phrase qui fait un peu ça. Pour l'instant. C'est vraiment le pour l'instant. Tu brilles comme une étoile. Puis à la fin, mais personne te connaît. Enfin, personne ne sait qui tu es. Mm. Mais vous avez peut-être raison, hein, probablement. Parce que Mitch, il est pas mauvais à la rabaisser. Bah, pour moi, en fait, Haymitch, il lui dit, bah là, il y a des choses qui ont attiré leur attention. Mais si tu te comportes comme ça, ils auront pas envie d'en savoir plus. Là, pour l'instant, ils ont envie d'en savoir plus parce qu'ils ont vu des choses intéressantes et que ça les a intrigués. Ouais. Pour moi, c'était ça. Je suis assez d'accord. Cependant, d'après Haymitch, Katniss paraît, je cite, renfrognée et méfiante dès qu'elle ouvre la bouche, ce qui ne va pas l'aider pour les sponsors. Katniss, outrée, tente de protester mais n'est pas très convaincante. Haymitch lui propose donc de s'exercer et de faire comme si elle s'adressait à l'audience. Katniss essaye de se prêter au jeu, mais elle est trop énervée après Haymitch et toute l'injustice des Hunger Games et elle finit carrément par être agressive. Moi, il y avait une phrase que j'avais notée à ce moment-là, que Katniss, elle dit, c'est « Ils me prennent déjà mon avenir, ils ne vont pas me voler tout ce qui a pu compter pour moi dans le passé. » Et je sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou pas. Le préquel des Et Mitch, non? Pas dans le préquel d'Haymitch. Ah, je crois qu'il disait un truc similaire. Ouais, moi je pensais à la citation avec les larmes. C'est quoi déjà la phrase Ils n'utiliseront Ils pas n'utiliseront pas. mes Ah, larmes oui. pour leur divertissement ou un truc comme ça.
Ouais. Ben, c'est vrai que ça fonctionne aussi. Moi, ça me rappelait surtout Lucy Gray, justement. Parce que il y a sa chanson Ah oui. Nothing You Can Take Mhm. From Me. Donc, Mhm. rien de tout ce que vous me prenez n'avait de valeur, en gros. Et, et Katniss, elle fait justement un parallèle où elle a l'impression d'être un peu utilisée comme un chien savant. Et il y a aussi ce truc de Lucy Gray qui refuse de performer juste parce qu'on lui demande de faire, de faire le spectacle pour le Capitole sur commande. Oui, c'est intéressant comme parallèle. Et Mitch interrompt l'exercice et lui demande de réessayer en se montrant humble, mais cela ne fonctionne pas non plus pour Katniss. Ils essayent d'autres traits de caractère sans succès, et Mitch finit par abandonner en demandant simplement à Katniss de ne pas trop montrer à quel point elle méprise le Capitole. Je me suis dit qu'à ce moment-là, son côté rebelle ressort carrément, et on voit tout son potentiel pour devenir le Gémeaux cœur. C'est vrai. Mais là, qu'est-ce que j'ai détesté Mitch. Il lui sort quand même qu'elle a autant de charme qu'une limace crevée, mais c'est hyper dur, elle a 16 ans, mec, calme-toi. C'est clair. Il est dur. Hein. Ouais. Et puis en même temps, alors qu'en fait, elle a carrément raison. T'as pas envie de montrer qui tu es et de paraître bien ou de faire ami-ami avec des gens qui t'envoient à l'abattoir. Bah ouais. Bah oui, mais c'est là où je pense qu'Emitch la connaît. Je pense que là, il sait qu'elle est un peu comme lui, avec ses côtés rebelles, etc. Mais sauf que pour l'aider dans les jeux, il est obligé de la pousser. Ouais, oui. C'est ça qui est compliqué. Mais la pousser dans quel sens ? Avoir des sponsors. Parce que là, c'est un peu qui tout double. Ouais, mais avec le caractère de cochon de Katniss, c'est soit il lui dit qu'elle ressemble à une limace crevée, soit c'est ok, tu me dis que je ressemble à une limace, et ben je vais faire tout l'inverse. Et là, je vais avoir des sponsors. Mais elle pourrait très bien avoir ah ouais, je suis une limace crevée, et ben je vais rien faire et je vais la faire la limace crevée. Tu vas voir. Bah là, je pense qu'il sait vraiment pas quoi faire d'autre que l'aider, en fait, pour l'interview. Il est désespéré. Je pense qu'il se dit, là, qu'est-ce que... Quel conseil je peux lui donner en plus? Katniss retourne dans sa chambre pour manger, seule, et se gave jusqu'à en être malade. Elle passe ensuite ses nerfs en cassant des assiettes partout, jusqu'à ce que la muette arrive. Le voilà, le moment que tu attendais, Claire. Merci, enfin. Je savais que je l'avais pas rêvé, ce moment-là. Je l'attendais avec impatience. J'ai pensé à toi, je me suis dit « Ah, mais c'est ça dont elle parlait !» Quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit « Bah oui, je savais bien que c'était pas dans le tome 2. » Est-ce que tu veux ton premier point ? Je veux bien mon premier point. Un point pour Claire. Oui, bah pour nos auditeurs qui n'ont pas capté, en fait, c'est parce que j'ai monté l'épisode 7 et du coup j'ai écouté l'épisode 8 ensuite que Amandine avait monté, et dans l'épisode 7 je donne un point à Claire, et dans l'épisode 8 on lui donne un point et elle dit que c'est le premier. Elle réclame même. Est-ce que je pourrais avoir un point, s'il vous plaît? J'en ai pas encore eu. Cette excuse ne fonctionnera pas tout le temps. Katniss lui demande de la laisser, mais elle part dans la salle de bain pour aller chercher une serviette humide avant de revenir pour nettoyer le visage et les mains pleines de sang de Katniss. Et là, Katniss, elle est hyper violente avec la muette. Elle se dit même qu'elle la déteste et qu'elle est persuadée que c'est réciproque aussi. Enfin, elle a un sentiment hyper violent à ce moment-là. Mais là, ça fait très ado du personne ne m'aime, de toute façon, je suis toute seule, personne ne me comprend. Parano, quoi. Donc je déteste tout le monde, ouais, c'est un peu... Mais en même temps, c'est tellement violent comme situation, c'est normal qu'elle ait des réactions qui soient assez violentes aussi. Oui, c'est sûr. Ouais, mais là, elle est trop chou, la muette. Ouais. C'est très beau après. Elles ont un beau moment. J'aime beaucoup aussi. Katniss lui dit qu'elle aurait dû les aider lorsqu'ils se sont croisés au district 12, mais la rousse lui montre par un signe qu'elle ne lui en veut pas. Elle borde ensuite Katniss, qui finit par s'endormir. Elle est trop chou, la muette. Ouais. Voilà, c'était mon petit cœur pour la muette.
que c'est vrai qu'en soi, elle pourrait lui en vouloir en vrai. Hein. Mm. Mais même pas. Oui. Mhm. Je pense qu'elle doit se rendre compte un peu que Katniss, elle n'est pas dans une situation enviable non plus, parce que la muette, certes, elle est devenue muette avec un statut qui est vraiment pas privilégié, mais elle n'est pas envoyée à l'abattoir comme Katniss non plus, quoi. À partir de ce moment-là, Katniss et Pita ne revoient plus Effie et Mitch en entretien individuel. Et du coup, je me suis demandé à quel moment Mitch et Pita ont mis en place leur strat pour mettre Katniss en valeur. Parce que du coup, ils se sont vus avant... Enfin, Mitch a vu Pita avant de voir Katniss et de se rendre compte à quel point Katniss est nulle en présentation. Je pense qu'ils savaient déjà. Je pense qu'ils Ouais. savaient déjà qu'elle serait pas très bonne aux interviews. Ouais. Ils se connaissent quand même un peu. Hein. Mm. Je me suis demandé si, effectivement, il savait déjà et qu'il a fait un peu semblant d'essayer de la mettre en valeur à tout prix. Enfin, en essayant de trouver un axe pour la rendre plus agréable par rapport au Capitole. Soit il a vraiment tout donné. Du coup, à la fin, il se dit « Putain, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Mais dans ce cas-là, c'est trop tard, il a déjà vu Pita. Mm. Moi, je me dis, le fait qu'il ait vu Pita avant, et il s'est dit, oh, on va bien trouver un truc avec Katniss, ça va le faire. Et au final, heureusement que Pita est passé avant et qu'ils ont fait le plan avant, parce que sinon, il aurait peut-être changé d'avis. Ou alors peut-être que comme il sait ce qui va se passer avec Pita, c'est pour ça qu'il s'implique pas plus que ça. Mm. Et qu'il cherche pas absolument à lui trouver quelque chose, quoi. Je sais pas. Ça m'a fait tilt en lisant, en me disant mais ils se revoient plus après. Quel moment ils ont mis leur plan en place? Après, je pense pas que la performance de Pita soit dépendante de la performance de Katniss. Donc, Oui. c'est pas trop gênant, je pense. Mais tu penses que même si Katniss elle aurait trouvé quelque chose vraiment qui fonctionne, tu crois que Pita aurait quand même dit tout ce qu'il a dit, enfin par rapport à Katniss? oui, Pour je moi, pense. ça peut rien gâcher dans tous les cas. Ouais. Je pense aussi. Parce que dans tous les cas, Katniss, ils vont travailler pour la mettre en valeur d'une certaine façon, l'éclairer sous un certain angle. Et ce que Pita apporte, c'est une autre vision de Katniss en mode elle est appréciable, ou je sais pas comment on peut dire. Et ça vient juste ajouter par-dessus ce qu'on peut faire d'elle à la base. À son réveil, Katniss découvre son équipe de préparateurs à son chevet. Il s'occupe de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, son maquillage, etc. Petite note, en version originale, ils disent « They erase my face with a layer of pale makeup ». Ils effacent carrément son visage. Ça m'a fait rire. Une fois prête, Sina entre avec sa robe, qui est cachée dans un étui. Il lui demande de fermer les yeux pendant qu'il l'habille. Lorsqu'elle peut enfin se regarder dans le miroir, elle découvre la magnifique création de Sina avec des pierres précieuses qui dessinent un motif de flamme. Sina lui demande de tourner et tout le monde est ravi de l'effet. La fille du feu est en marche. Le styliste renvoie l'équipe de préparateurs et demande à Katniss si elle est prête pour l'interview. Katniss sent qu'il a parlé avec Mitch et qu'il sait déjà que ça s'est mal passé. Lorsque Katniss lui explique que Mitch l'a traité de limace crevée, Sina lui dit qu'elle peut paraître maussade et agressive lorsqu'elle est avec Mitch, mais pas avec lui, et que toute l'équipe l'adore. Sina, c'est vraiment celui qui trouve les bons mots pour parler à Katniss. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que Mitch, des fois, essaie de la prendre de front et ça fonctionne pas, alors que Sina, il est tout gentil, tout... Enfin, il trouve vraiment ce qu'il faut dire, en fait. Il est doué avec Katniss. En même temps, Mitch et Katniss, c'est les deux mêmes têtes brûlées, donc c'est obligé qu'ils se prennent la tête. Sinon, moi, je me suis demandé, d'après vous, pourquoi Katniss est différente avec Mitch. Est-ce que c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment deux têtes brûlées et du coup, forcément, ça clash? Ou est-ce que... Enfin, parce qu'ils ont le même caractère, quoi? Ou c'est juste qu'ils ont le don de s'agacer mutuellement? Peut-être qu'aussi Katniss, elle a un mauvais un préjugé sur Mitch parce que il arrête pas de boire et du coup il présente pas très bien, donc elle part déjà avec un truc de conflit envers lui parce que il a pas l'air d'aider beaucoup, quoi. C'est vrai aussi.
Sina explique à Katniss que tout le monde au Capitole admire son caractère et lui propose lui aussi d'imaginer parler à un ami pendant l'interview. Katniss pense à Gale, mais se dit qu'elle ne peut pas imaginer ça parce que Gale connaît déjà tout sur elle. Sina lui dit alors que si elle peut le voir comme un ami, elle peut faire comme si elle lui parlait à lui, ce qui semble la meilleure solution pour Katniss. Et concernant le film, la conversation entre Sina et Katniss, elle est beaucoup plus courte. On n'a vraiment pas tout le moment émouvant, je trouve, enfin en tout cas pas autant. Et on a vraiment juste le petit moment final de l'essayage de la robe avec, enfin vraiment une conversation qui dure 10 secondes, quoi. Moi, je trouve ça dommage parce qu'elle est quand même vachement bien cette conversation. Enfin, déjà dans le film, on ressent bien quand même la relation Sina et Katniss alors qu'on les voit très peu à l'écran, enfin surtout Sina. Ouais. Mais c'est dommage, ils auraient pu, je pense, la agrandir un peu cette scène pour qu'on voit encore plus leur relation. Ouais. Et après, j'ai noté, on en parle du poids de la robe. Je me suis fait la même remarque. Ça, c'est 20 kilos. 20 kilos, j'ai fait des petites recherches. 20 kilos, c'est l'équivalent d'une armure de chevalier. Mais alors, pas l'armure qu'ils appellent d'apparat, où c'est juste pour se montrer, pour faire le beau gosse. C'est le poids de l'armure qu'ils ont pour se battre. En tout cas, voilà, j'imagine Katniss en armure, voilà. 20 kilos sur le dos. C'est énorme. Elle est marseillaise, Katniss? Je me suis posé la même question aussi. Pardon aux Marseillais qui nous écoutent. Et moi, j'ai une petite déformation professionnelle, mais je suis en train de me dire que si c'est ça, il va falloir la déclarer en manutention manuelle de charge. Il va falloir travailler ses gestes et postures, Katniss, parce que 20 kilos, c'est lourd. Voilà, petite déformation professionnelle, pardon. Eh bien, merci beaucoup, Arwen, pour cette partie finalement très politique et à la fois émouvante. Amandine, tu es ready pour continuer? Yes. Les interviews auront lieu dans un plateau construit devant le centre d'entraînement. En quelques instants, Katniss va passer du calme de sa chambre à la foule, les caméras, tous les habitants du Capitole seront présents. Katniss utilise l'expression « le tout Panem », qui est probablement, j'imagine, une référence à l'expression « le tout Paris ». En anglais, en tout cas, c'est juste « all of Panem », donc j'imagine que c'est spécifique à la traduction française. Moi, je me suis demandé, pour qu'il y ait autant de monde, est-ce que les gens du Capitole sont obligés d'assister aux cérémonies et aux jeux? Ou est-ce que c'est juste que tout le monde est vraiment excité à l'idée de voir des ados s'entretuer? J'ai un peu du mal à y croire, mais d'un autre côté, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'obligation pour eux. Donc je sais pas. Ouais, je pense. Je pense qu'ils kiffent, hein. Ouais, je pense qu'ils kiffent leur life, là. Hein. Bah ouais, mais ça veut dire que tu vois pas le monde qui est en train de se réjouir parce qu'il y a des adolescents qui vont s'entretuer. Enfin, ça paraît quand même énorme, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'ils les voient pas comme des vraies personnes. Pour eux, c'est juste des personnages qui sont dans une émission de télé. Et c'est la propagande qui joue. Ouais. Katniss fait comprendre à Sina qu'elle a peur et il la rassure en lui disant « Il t'adore déjà ». Il lui conseille de rester naturelle. J'ai noté que c'était hyper rapide, encore une fois. En fait, dans la même journée, elle a vu Effie, elle a vu Emmich, elle a vu Sina pour la robe, et en fait, le moment où elle le voit pour la robe, pour le maquillage, machin, hop, ça y est, c'est temps, c'est l'heure. C'est en 2 jours, parce qu'il y a un jour où c'est Emmich et Effie, les préparations, elle dort, il y a tout le truc avec la muette et tout, et là, en fait, elle a eu la journée avec Sina pour se préparer. Ah, je comprends rien, moi, quand je lis. Elle s'est endormie avec la muette. Ouais, c'est vrai. Mais même, je trouve que ça fait rapide pour le moment avec Sina. Enfin, je l'ai pas ressenti où ils ont eu l'impression de faire la journée complète. Bah, puis, en une journée, si, t'as le temps. Surtout qu'ils sont plusieurs préparateurs, etc. Donc, ils font plusieurs choses en même temps. Ouais. Moi, j'ai rien dit, alors. Peeta arrive avec son équipe dans son costume noir souligné par des flammes. Katniss est soulagée qu'il ne soit pas habillé de la même façon. Moi, je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé voir Peeta dans une robe flamboyante, mais bon, tant pis.
Spoiler sans contexte. Je sais pas à quel moment elle a cru qu'il serait habillé pareil, mais bon, c'est très marrant. Elle s'entendait peut-être aux petites paillettes, plutôt. Peut-être. Donc, encore une fois, elle a eu le droit à la robe de 20 kilos, lui, il a eu le droit au petit costume tranquille. Hein. Mais son costume est quand même vachement moins impressionnant que celui de Katniss. Je sais pas si c'est une question de favoritisme ou pas. Genre, il y en a une qui a le costume de ouf, et l'autre fait « Oh bon !» En plus, pardon, je suis désolée, mais quand il y a la description du costume, donc noir avec des flammes, ça me rappelle les chemises des amis de Johnny. J'ai pensé à ça aussi. Ça, c'est dans le spoiler sans contexte. La chemise. Oh mon Dieu, cette chemise flamme. Oh, les souvenirs, le choc mental. Ah, la belle époque. De mon temps, vous savez, on était bien quand même. Hein. On avait des super belles chemises flammes. Hein. On avait même des flammes sur les chaussures. C'est Buffalo. En fait, c'était les flammes partout. Encore touchée par les paroles d'Haymitch, Katniss l'évite, mais prend les compliments de Effie, qu'elle qualifie de fatigante et stupide, mais au moins elle n'est pas négative. Alors dans ce petit passage-là, il y a une petite différence entre VF et VO, parce qu'en version française, Katniss dit que Haymitch est négatif, donc juste simplement, mais en VO, elle dit qu'il est carrément destructive, donc destructeur. Voilà, donc il détruit carrément tout autour de lui. Super. C'est quand même assez juste. Hein. Quand il voit comment il la traite... Bah, et puis il a finalement détruit tout autour de lui, même ses amitiés, il a carrément blessé la mère de Katniss et tout. Enfin, c'est assez juste, ouais, c'est vrai. Toute l'équipe du district 12 arrive près du plateau et les autres tribus sont déjà alignées pour monter sur scène. Pendant toute la durée des interviews, tous les 24 tribus seront installés en demi-cercle à l'arrière de la scène. Katniss passera en avant-dernier puisque les interviews se font dans l'ordre des numéros des districts, la fille d'abord, le garçon après. Et est-ce que vous vous rappelez comment c'est fait dans le film ? Mais je crois qu'ils sont pas à la queue leu dans les coulisses. Ouais, c'est ça. Ils sont la scène est vide. Il y a vraiment juste le fauteuil de César et le fauteuil du tribu interviewé. Et tous les autres, ils sont à la queue leu dans les coulisses. Est-ce que dans le film, dans le premier, une fois qu'ils sont passés, ils s'installent derrière comme dans le deuxième film ? Non, j'ai l'impression qu'ils sortent. Hein. Ouais. Parce qu'on voit personne derrière Katniss, par exemple, ou derrière Pita quand ils sont interviewés. Alors que c'est les derniers, donc il devrait y avoir tout le monde derrière. Ouais. C'est vrai. Katniss se fait la remarque qu'elle va devoir regarder tous les tribus avant elle se montrer drôle, farouche, spirituelle, etc. Bref, tout ce qu'elle n'a pas réussi à être pendant sa préparation avec Haymitch. Elle pense aussi au fait que le public risque d'être moins attentif vers la fin des interviews, à l'instar des juges. Mais malheureusement, elle ne pourra pas appliquer la même méthode pour capter son attention. Elle pourra pas défoncer tous les projecteurs. Défoncer le public à coup d'arc. Avant qu'ils montent s'installer sur scène, Haymitch rappelle à Katniss et Pita qu'ils doivent toujours être de grands amis. Je sais pas trop pourquoi il précise ça, vu qu'ils ne sont pas censés avoir d'interaction. C'est bizarre, non ? Est-ce qu'il dit ça pour que Katniss ne lance pas des regards hostiles vers Pita ? Oui, je pense. Hein. Il la sous-estime vraiment. Parce que, non, mais en plus, il sait ce que Pita va annoncer après, donc il faut pas que juste avant ils soient en train de s'engueuler, quoi, parce que sinon ça n'a plus d'effet si les autres les voient se disputer. Ouais, c'est vrai. Bah, ou même voir la réaction de Katniss, elle sait tellement pas cacher ses émotions, elle sait tellement pas jouer la comédie que le moment où elle entend Pita lui dire « Écoutez, je suis amoureux de la fille avec qui je suis nue », elle serait capable de se lever en disant « Mais ça va pas ou quoi ? T'es un grand malade !» Mais il est complètement taré, ce garçon. En tout cas, la remarque ne plaît pas à Katniss. Depuis que Pita a demandé à être coachée séparément, elle pensait être débarrassée de cette comédie. Katniss se fait la même remarque que moi en se disant que de toute façon ils n'auront pas l'occasion d'échanger vu qu'ils vont directement se mettre en place.
Toute tremblante, en stress et au bord du malaise, Katniss parvient tant bien que mal à rejoindre son fauteuil. Les invités sont dans des gradins avec les stylistes au premier rang. Les juges sont sur un balcon de l'immeuble à droite. Les autres balcons sont pris par les équipes de télévision. La retransmission sera diffusée partout, aucun risque de coupure d'électricité dans les districts ce soir-là. Le présentateur fait son apparition sur scène, il s'agit bien sûr de César Flickerman. Il présente les Jeux depuis plus de 40 ans, mais il n'a pas changé de tête. Merci les chirurgiens du Capitole. Visage repeint d'une épaisse couche de maquillage, cheveux d'une couleur différente à chaque édition, du bleu électrique pour cette année, et toujours le même costume bleu nuit constellé de minuscules lampes qui scintillent comme des étoiles. Alors je pense que c'est le moment d'en reparler, je ne sais plus qui l'avait dit, mais donc son nom, Flickerman, ça vient de flicker qui veut dire vaciller, trembloter, un peu comme les lumières qui scintillent sur son costume. Je crois qu'on avait déjà parlé, mais... Ouais, c'est voilà. moi qui avais fait le petit truc sur César. Et sinon, en version française, c'est noté que son apparence est restée inchangée. Mais en version originale, c'est noté « His appearance has been virtually unchanged ». Donc, c'est pas naturel, ça rajoute une couche sur le fait qu'il y a de la chirurgie ou des effets spéciaux avec les caméras ou quelque chose comme ça, quoi. J'ai une question qui vient de me venir, justement, parce que tu parles du fait qu'il n'a pas changé d'apparence, mais est-ce qu'on n'a pas un problème de chronologie ? Dans le sens où ça m'avait fait tiquer quand j'ai lu le chapitre, mais là on parle du fait qu'il présente depuis 40 ans, mais dans le préquel d'Haymitch, c'est pas dit qu'il est tout nouveau présentateur ? Peut-être, oui. J'avoue que je ne me souviens plus. À moins que ce soit le retour de Katniss Marseillaise, encore une fois. En plus, elle peut pas savoir à la saison, qu'est-ce qu'elle peut en savoir qu'il est depuis 40 piges. Faudra vérifier ça. Ouais. Katniss fait une nouvelle fois une comparaison très pertinente entre le Capitole et les districts. Au Capitole, les gens payent pour avoir l'air jeune pour l'éternité et rester minces. Au contraire, dans les districts, être vieux est un succès et être gros montre aussi une forme de réussite. Pour en revenir à César, Katniss dit qu'il a l'air monstrueux avec son maquillage et ses sourcils bleus assortis à ses cheveux, mais ce n'est pas pire que le rouge de l'année précédente qui donnait l'impression qu'il saignait. Il fait quelques blagues pour détendre l'atmosphère, puis les interviews commencent. La fille du district 1 passe en premier. L'angle choisi pour elle est assez clair, la sexitude et la provocation. Je crois que c'est le bon moment pour rappeler qu'elle est très jeune. Je sais pas si on a son âge dans le livre, sur le wiki il y a marqué qu'elle a 17 ans. Cela reste très jeune, mais elle est déjà mise en avant pour être exploitée après les Jeux en cas de victoire. Je me suis fait la même remarque que toi, et surtout je me suis dit, mais dans quel monde ça fonctionne ? Parce que, certes, ça va lui apporter... Enfin, les sponsors qu'elle va avoir, ça va être des vieux libidineux à tous les coups, mais ça dit rien du fait qu'elle va potentiellement gagner, parce que ça montre pas qu'elle est forte au combat, ça montre pas... Enfin, toutes les qualités qu'il lui faudrait pour pouvoir gagner dans l'arène. En fait, ça leur donne envie de la sauver, justement, de l'aider. Ils disent « Ah, je l'aime bien, elle sait si elle s'en sort. Ouais. Tu vois, quoi. Horrible. Donc, du coup, ils veulent donner de l'argent. Quelle horreur. Je me demande s'il y a des tribus qui ont gagné de cette manière-là. Parce qu'on a vaguement une évocation de Finnick qui plaisait beaucoup. Mais est-ce qu'il plaisait pas parce qu'il était très fort, justement, et pas parce que... Enfin, je Il y a sais les pas. deux pour moi, chez Finnick. Par contre, j'espère pas que pour Finnick, ils avaient déjà en tête tout ce qui va lui arriver, parce qu'il avait quand même que 14 ans pour les siens. Bah ouais, c'est le plus jeune gagnant, donc... Après, je sais pas si ça fonctionne vraiment. Enfin, je pense que ça peut rapporter des sponsors, effectivement, mais je suis pas sûre que ça fasse vraiment gagner. Je pense pas non plus. Bah après, Katniss dit que ça peut quand même faire la différence entre la vie et la mort dans certaines situations. Moi, je pense que c'est quand même pas suffisant. Je suis d'accord avec Amandine. Les interviews s'enchaînent, durant chacune 3 minutes. César met en avant chacun des tribus en les mettant à l'aise, en riant aux plaisanteries, même les moins drôles, et en détendant les plus nerveux. Est-ce qu'il est seulement doué dans son travail et joue bien le faux cul, ou est-ce qu'il a une démarche sincère ? Perso, j'ai envie de le croire sincère, je suis peut-être un peu biaisée par l'interprétation de Stanley Tucci, mais
en me basant seulement sur les livres, j'ai surtout la sensation qu'il fait vachement bien semblant. Je me suis... À chaque fois que je le vois, je me pose la même question que toi aussi. Et j'arrive pas à savoir parce qu'il a l'air quand même vachement investi émotionnellement sur le déroulé des jeux. Enfin, ça se voit pas mal dans le film aussi. Parce qu'on n'a pas trop son point de vue dans les livres, pendant les jeux justement. Et je sais pas, c'est super dur de savoir. Du coup, j'ai pas de réponse non plus. Mais... Ouais, c'est compliqué. Je veux bien les théories des auditeurs sur le ressenti. Hello Suzy, un petit paragraphe sur le point de vue de César. On l'avait pas encore fait dans cet épisode. Et sinon, je me demandais, quel présentateur français ou américain ou autre vous verriez à la place de César, qui arriverait à créer la même énergie et complicité, vraie ou fausse, avec les tribus selon vous? J'en ai noté 2. J'ai noté Karine Le Marchand. Ah oui. Mais elle est vraiment sincère avec les agriculteurs, donc ça marche pas, elle fait pas semblant. Mais elle est tellement toute mignonne à chaque fois avec eux que je la verrais bien vraiment aux petits soins pour les tribus alors qu'ils vont tous se faire tuer derrière. Et après, sinon, j'ai noté Nikos. Il a un côté proche des gens aussi. Mais est-ce que c'est vrai ou faux, lui, tu vois, on sait pas trop pour le coup. Hein. C'est vraiment du bling-bling. Moi, j'en ai noté 2 aussi. J'adore cette question, vraiment. J'avais noté Denis Brognard parce qu'il a vraiment ce truc de ah oui, là il va se passer ci, il va se passer ça, machin. Et je suis peut-être un peu biaisée parce que j'aime trop Koh-Lanta aussi. Et le deuxième que j'ai mis, c'est Camille Combal parce qu'il a vraiment ce truc très avenant enfin, je sais pas, je le vois bien faire des petites blagues avec les tribus, les mettre à l'aise et tout. Et voilà. Mais que des gens qui font pas les faux culs pour le coup, je pense. Denis Brognard, je l'ai choisi parce que je le trouve un peu faux cul, justement. Pourvu qu'il ne nous écoute pas. J'espère aussi qu'il nous écoute pas. Droit de réponse, hein, sinon. Denis Brognard, si tu nous écoutes, est-ce que t'es vraiment sincère avec les candidats? On passera ton message à la fin. Mais en vrai, Koh-Lanta, est-ce que ce serait pas Hunger Games si, c'est ça. C'est l'inspiration. Tout se colle. Ce qui est rigolo avec Denis Brognard, c'est surtout déjà la voix off qui est un peu tacle des fois les candidats, alors que c'est lui qui fait la voix off. Et aussi, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais quand ils sont au conseil, où il s'est passé un truc, où il y a eu des messes basses, où il y a eu des trucs, et lui, forcément, il va voir la production, j'imagine, derrière, qui fait en sorte que des choses soient dites ou pas, et qui va un peu mettre les pieds dans le plat en disant, mais par exemple, quelqu'un a renversé le riz, mais qui s'occupait du riz à ce moment-là? Et hop, du coup, tout le monde se retourne sur la personne. Genre, il fout un peu la merde comme ça dans les interviews du conseil. Donc c'est un peu ça aussi, c'est vrai qu'il a bien sa place. Et moi, je regarde pas trop les émissions de télé, donc j'avoue, je sais pas trop, mais juste j'ai pensé à Jimmy Fallon, moi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a l'air plutôt cool et avec ses invités, il va vraiment à fond. Par exemple, parfois, il va faire carrément des raps avec des célébrités. Enfin, il joue vraiment le jeu à fond, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Pour le coup, les émissions américaines, elles sont scénarisées, donc on rentre carrément dans le côté faux, enfin pas forcément faux cul entre eux, mais faux pour la télé parce que c'est vraiment scénarisé de ouf. Ça fonctionne parce que c'est divertissant, mais on le sait que c'est du fake. Oui, c'est pas naturel, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et c'est marrant parce qu'en écrivant la question, j'ai pensé à Camille Combal et à Jimmy Fallon. Les grands esprits se rencontrent. Tu sais, c'est quoi tes raisons pour les avoir choisis, eux? Un peu comme vous, Camille Combal, je le vois surtout dans Danse avec les stars. Et il arrive à créer une complicité avec chaque candidat, il arrive à créer des délires, à rentrer dans les délires des candidats. Et il est hyper réactif, il a beaucoup de réparties, il fait plein de blagues et tout.
Et Jimmy Fallon, comme tu disais, Arwen, il met vachement à l'aise ses invités. Et je sais pas si vous regardez beaucoup d'interviews de late show américains, mais parfois je vois des comparaisons entre les interviews de Jimmy Fallon où les invités sont vachement à l'aise et ils rigolent bien et tout, et d'autres interviews avec d'autres présentateurs où c'est moins drôle, où ils sont moins à l'aise. Du coup, je me disais que Jimmy Fallon, il pouvait créer une bonne complicité, quoi. Je suis d'accord. J'ai eu une image pendant que tu nous expliquais par rapport à la complicité avec les invités, et je me suis dit, mais imaginez que ce soit qui présente les Hunger Games. Je me dis, mais quel enfer. Lui, niveau focus, ça irait bien. On va se faire disputer, là. Ouais, c'est clair. Oh là là, mon Dieu. Les filles, on va avoir des problèmes. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le problème, mais... En plus, à chaque fois, c'est tout le temps moi qui dis que j'aime pas les gens. La dernière fois, je disais que j'aimais pas Jennifer Lawrence. C'est vrai. Sinon, vous savez ce qu'on fait au montage? On met un bip au moment du nom. Oui. Et les tout, gens on va doivent dire deviner. des clips. Oh non. Bon, si je suis vraiment trop vilaine, vous pouvez me couper quand vous voulez. Avec un petit message. Non, mais le bip, c'est pas mal, je pense. On va pas couper, ça fait du buzz. On va passer à... Oh mon Dieu, non. Ça, Ce non. serait mon pire cauchemar. ça nous ferait de la pub, en vrai. Oh non, je veux pas de cette pub-là. Ouais, c'est clair. Non, c'est de la mauvaise pub. Les tribus défilent, chacun avec une approche différente. Pendant ce temps, Katniss essaie de se souvenir des conseils des filles pour se tenir droite. Elle repère Cinna dans le public, mais ça ne l'aide pas vraiment à se calmer. Elle a toujours les mains moites. Arrive le tour du district 11. La petite rue passe en premier. César la félicite pour son score de 7, qui est impressionnant pour une petite fille, et lui demande quel sera son atout dans l'arène. Elle répond qu'elle est très rapide, et donc si les autres ne peuvent pas l'attraper, ils ne peuvent pas la tuer. Je la trouve vraiment trop chou pendant son interview, donc 1 point pour Rue. Oui. Ouais, oui, complètement. Ensuite, c'est Atresh, le garçon du 11, qui est un colosse de 2 mètres. Les carrières ont essayé de l'approcher, mais il a refusé l'invitation. Il se montre très taciturne pendant l'interview, répondant à peine aux questions de César. Katniss se fait la remarque que si elle était bâtie comme lui, elle aussi pourrait se permettre de se montrer maussade et agressive. Ah, si j'étais un homme. Capitaine. Petit moment musical de l'épisode, voilà, c'est casé. Puis c'est le moment pour Katniss de s'avancer. Son esprit n'est plus vraiment là quand César lui serre la main et lui demande ce qui l'a le plus impressionné en arrivant au Capitole. Katniss se raccroche au regard de Cinna dans le public pour se concentrer. Elle essaie d'être sincère dans sa réponse et dit « le ragoût d'agneau ». César et une partie du public en rigolent. Le présentateur dit que lui aussi en raffole avant de feindre d'avoir peur que ça se voit sur son ventre et d'être rassuré par les cris et les applaudissements du public. Je vois tellement le moment. Est-ce que vous savez, dans le film, c'est quoi qui fait rire le public? Parce que là, c'est pas l'histoire du ragoût d'agneau. C'est pas parce qu'elle entend pas la question et il se moque d'elle parce qu'elle entend rien? Ouais, c'est ça. En fait, on a un peu la vision de Katniss qui est brouillée par des ultrasons. Et puis César la regarde en mode, réponds. Et puis elle se retourne et elle regarde et elle fait, quoi? Et tout le monde se marre. Alors du coup, c'est moins drôle que le ragoût d'agneau, je trouve. Oui, je pense que c'est parce qu'elle est éblouie avec les projecteurs, etc. Ouais, et puis je pense que c'est l'ambiance et tout. D'un coup, tu sais, t'es un peu stressé, t'es un peu dans ta bulle. Mais par contre, la réponse la réaction du quoi, c'est très Jennifer Lawrence pour le coup. C'est clair. Qui fait ça souvent en interview. Je sais pas si vous avez déjà vu l'interview où elle arrive. Enfin, c'est pas une interview, c'est. Je pense qu'elle est appelée sur une scène, peut-être pour recevoir un prix ou je sais pas quoi. Une espèce de conférence de presse, je crois. Oui, oui, je crois. On a la même rêve. Et où elle arrive toute contente, elle sourit, puis elle attend, puis elle regarde le public, puis qu'est-ce que je dois faire? Hein? Quoi? Je dois faire quoi? En fait, elle est là, mais elle sait pas ce qu'elle doit faire, elle sait pas ce qu'elle doit dire. C'est super drôle.
César demande à Katniss ce qu'elle pensait de son costume lors de la cérémonie d'ouverture. Katniss répond que, passé le moment de terreur à l'idée de brûler vive, elle a trouvé Cinna brillant et le costume fabuleux. Elle dit qu'elle ressent la même chose pour la robe qu'elle porte à ce moment. Elle commence à la montrer en la soulevant, puis elle croise le regard de Cinna qui lui fait signe de tourner. Katniss s'exécute et la robe s'élève et l'enveloppe de flammes. César la fait continuer sous le tonnerre d'applaudissements du public jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Les nerfs et le tournis la font, je cite, « glousser comme une idiote » pour la première fois de sa vie. Dans le film, la robe, elle est plutôt différente parce qu'elle est, elle est juste rouge. Et quand elle tourne, il y a les petites flammes sur le bas de la... Enfin, elle s'embrase sur le bas de la robe. Alors que dans le livre, j'ai du mal à m'imaginer la robe, mais au départ, j'avais un peu compris que c'était pas qu'elle avait pas vraiment des flammes, mais que c'était surtout les strass qui, quand elle tourne, brillaient tellement que ça faisait un effet flamme. Mais finalement, quand on lit, c'est quand même écrit l'enveloppe de flammes, donc il y a des vraies flammes ou il y a pas de vraies flammes? Moi, je pense que oui, et je pense que c'est pour ça les 20 kilos. Qu'elle a quand même des vraies flammes? Ouais. Je me suis posé des questions et j'ai changé j'ai fait des ratures sur ma feuille. Parce qu'au début, j'avais écrit que la robe était très différente parce qu'il y avait vraiment des flammes en bas dans le film. Et en relisant, ouais, l'enveloppe de flammes, je me suis dit, mais attends, c'est pas que les strass, en fait, qui font effet flamme? Ouais, non, je pense que c'est vraiment des flammes. Et, ouais, vraiment des flammes. Et c'est pareil dans le tome 2, du coup, où c'est la robe de mariée qui se transforme en Gémeaux cœur. Ouais. Et il me semble que c'est précisé que, un peu comme la première robe de la première interview, il y a des flammes, sauf que cette fois-ci, ça dévoile quelque chose derrière. Ouais. Et puis je crois qu'elle se fait la réflexion qu'elle trouve la robe particulièrement lourde pour être juste une robe blanche comme ça. Mais bon, bref, dans tous les cas, je trouve que la robe du film, elle a l'air plus jolie que la robe du livre. Parce que tous les strass partout, c'est pas beau. Moi, je vois ça joli quand même. Je sais pas. Mais moi, puis les motifs de flammes, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, quand j'entends ça, je vois vraiment la chemise de flammes. Hein. Je vois vraiment ça. Mais avec des strass dessus en plus. Ouais, non, mais j'ai du mal à voir autre chose. Ah, le combo, il a l'air vraiment étrange. Strass et motifs de flammes comme sur la chemise. Bah, tu sais, c'est ça un diamant comme, painting sur une robe. Les dessins, bah voilà, exactement. Ou les trucs en sequin. Les dessins en sequin, là. César tient Katniss avec un bras protecteur et lui dit qu'il ne voudrait pas qu'elle suive les pas de son mentor. Et Mitch se fait siffler et huer quand la caméra se tourne vers lui. Le présentateur veut ensuite parler de ce qui s'est passé à l'entraînement qui a mené au 11. Katniss jette un regard au juge et dit simplement que tout ce qu'elle peut dire, c'est que ça a été une première. Les juges hochent la tête en gloussant. César veut plus de détails, mais Katniss s'adresse au juge pour confirmer qu'elle ne peut rien dire de plus. Celui qui est tombé dans le saladier de punch confirme en criant « Interdit !» Bah oui, évidemment, Plutarque qui s'empresse de dire que Katniss n'a pas le droit de dévoiler ce qui s'est passé lors des sessions privées, bah ça l'arrange bien que ce soit interdit, il veut pas se taper la honte, hein. Tu m'étonnes. Bah ils veulent surtout empêcher que d'autres tribus s'amusent à leur balancer des trucs sans arrêt. C'est clair. Puis un moment plus grave s'installe quand César aborde le sujet de la moisson, de Prime et de ce que Katniss a ressenti en entendant son nom. Katniss se raccroche une fois de plus à Cinna pour pouvoir répondre comme si elle s'adressait à lui. César demande ce que Prime lui a dit après la moisson. Le silence s'est installé dans le public. Elle répond qu'elle lui a demandé de tout faire pour gagner. Katniss est tendue et sent une rigidité glaciale en elle. Quand César demande ce qu'elle a répondu à ça, elle dit qu'elle a promis d'essayer. Le buzzer retentit et Katniss regagne sa place sous les applaudissements du public. Elle voit une nouvelle fois Cinna dans le public, qui lève discrètement les 2 pouces. Eh ben, c'en est plutôt bien sorti, Katniss. Moi, je trouve que son interview, elle est très bien. Elle est quand même pas très mise en avant par des trucs intelligents ou des habilités. Elle a un peu rigolé et tourné et montré sa robe. Bon, après, il y a le truc sur Prime qui est un peu émotion. mignon, mais bon.
Ouais, c'est ce côté-là en fait qui attire, je pense, surtout chez Katniss. C'est son humanité par rapport à sa famille, quoi. Ouais. Mais bon, sachant d'où elle part, je trouve que c'était bien sorti. Ouais, c'est sûr. Disons qu'elle aurait pu leur jeter des regards noirs tout le long de l'interview. Elle aurait pu balancer ses chaussures. Vas-y, qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Je pense le fait qu'il l'ait présenté plus sous cet angle-là, je me demande si ça va pas renforcer après ce que Pita il va annoncer. Mais que va-t-il donc annoncer? Ah, je spoil pas la suite. Mais la question que je me posais aussi, pardon, j'ai pas mis de cœur, hein, mais j'en parlais quand même. César, on lui donne pas les questions à l'avance? Ah, c'est une bonne question, ça. Peut-être que lui prépare quelque chose, je pense qu'il prépare comme les présentateurs télé, il prépare un petit peu à l'avance. Oui, je pense qu'il doit se renseigner, il connaît les scores, donc c'est pour ça qu'il interroge Rue sur le 7, enfin il lui en parle, et là Katniss avec le 11, donc et puis Prime, enfin il doit avoir quelques infos pour faire une base. J'ai une autre question du coup, qui rebondit là-dessus, il a vraiment le chic de mettre le doigt sur la bonne question. Est-ce que vous pensez pas qu'en plus de préparer ses interviews à l'avance en fonction des infos qu'il a, si les coachs, si les... Ah bah mince alors. Les mentors ? Si les mentors, ils donneraient pas justement une espèce de directive de eh ben voilà, mon tribut, il aimerait bien parler de ça, il faudrait tourner les questions vers ces points-là, parce que pourquoi il demande moi j'allais dire des choses qui se passent après, mais pourquoi il demande à Pita s'il a une petite amie alors que pour les autres il l'a pas fait? Je me posais la question aussi. Ça rentre pile dans la stratégie. Ouais, c'est possible, hein. Je crois que c'est mentionné dans le préquel d'Haymitch, justement que ils ont donné des comment ça s'appelle, des notes aux présentateurs pour dire il faut poser des questions sur ci, ça, ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai un souvenir de ça. Moi, je me souviens pas. Non plus. Faut que je le relise. Restez avec nous. Restez avec nous. N'empêche, Claire, t'es vraiment notre encyclopédie pour le préquel, parce que t'as toujours toutes les petites enfants. Ouais, j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs des préquels. Je les ai moins lus aussi, donc... J'ai la chance d'avoir une pas trop mauvaise mémoire aussi, ça aide un peu, mais... Alors que moi, je peux relire un livre un mois après, j'ai oublié la moitié. Ah bah moi aussi, hein. Moi, dans le chapitre, moi-même, hein. On l'a vu aujourd'hui d'ailleurs. Je vous dis, hein, la fin du quiz, au quiz de la fin du livre, je vais être nulle. Hein. J'ai intérêt à réviser, hein. Pendant le début de l'interview de Pita, Katniss n'arrive pas à se concentrer. Elle sait juste qu'il s'est mis le public dans la poche et que tout le monde rigole à ses blagues. Il s'amuse même à comparer les tribus au pain de leur district. Puis il rigole sur les douches du Capitole avec César, qui joue le jeu. Les deux se reniflent tour à tour comme dans un numéro comique. César demande ensuite à Pita s'il a une petite amie. Celui-ci fait signe que non, mais le présentateur insiste en disant qu'il doit bien avoir une fille en vue. Et évidemment, c'est à ce moment-là que Katniss revient à elle. Un intérêt soudain. Pas bête la guêpe. Comme quoi, quand même, ça l'intéresse. C'est clair. Elle perd connaissance, c'est du coup. Parle de moi. Pita soupire et dit qu'il y a effectivement une fille à laquelle il pense depuis tout petit, mais il doute qu'elle connaissait son nom avant la moisson. Un murmure de sympathie parcourt la foule. César demande si la fille en question a quelqu'un d'autre. Pita répond qu'il ne sait pas, mais que beaucoup de garçons s'intéressent à elle. César lui conseille donc de gagner pour être accueilli à bras ouverts à son retour, mais Pita indique que la victoire ne l'aiderait pas dans son cas. Le présentateur demande pourquoi et Pita lâche sa bombe. Si la victoire ne l'aiderait pas, c'est parce que la fille en question est venue ici, au Capitole, avec lui. Tin, tin, tin. Oh là là. Non mais alors la première chose, on a juste envie de faire un gros câlin à Pita là. Chouchou. Mais oui. Et sinon moi je me suis dit, donc là d'après Pita, il est en train de dire que Katniss, elle avait plein de prétendants au district 12. Elle qui dit tout le temps que personne ne l'apprécie. Ouais. Alors, on se demande s'ils parlent vraiment de la même personne, hein, les deux.
Ben ouais, non mais c'est ça. Et du coup, ça montre vraiment qu'elle a pas conscience de l'image qu'elle renvoie. Et deuxième chose, est-ce que vous pensez que Pita inclut Gale dans ce groupe? Oui. Et qui d'autre? Au moins Gale, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Vous pensez qu'il sait que Gale est intéressé par Katniss? Ah oui, enfin je pense. Enfin Oh, je sais mais pas, c'est pour sûr moi et ça se voit à des kilomètres que c'est le cas. Il y a que Katniss pour pas voir ça. Bah apparemment, en fait, avant, Gale, il va quand même avec d'autres filles, de ce que dit Katniss, il me Non, semble. d'autres filles s'intéressent à lui, mais lui il n'y va pas forcément. Enfin en tout cas, c'est comme Bah, ça que j'ai pour moi, compris. si, mais... hein. Ah ouais, moi j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, Il me semble que ouais. J'avais compris comme Amandine aussi. Ouais, pareil. Et puis on a surtout la vision du film aussi quand même. Parce que dans le livre, comme on a que le point de vue de Katniss, est-ce que vraiment on peut savoir si Gale a des vues sur elle ou pas? Bof. Mais alors par contre dans le film, il est pas très fin quoi. Il y a un moment, voilà quoi. Chris, on te voit. Hein. Non, c'est même pas Chris, c'est Liam. C'est Liam, je crois d'ailleurs. Non, c'est Liam ou Chris? Oui, c'est Liam. C'est Liam. C'est Liam. Liam, on te voit. Hein. Mais c'est pas en plus au début du tome où il parle d'avoir des enfants ou je sais pas quoi? Ou Dans c'est le celui film, ouais. d'après? Et dans le livre, je sais plus. Oui, Dans le oui. livre? Oui, Ouais. il parle un peu de ça. Et il se dispute un peu sur ce sujet. Non, c'est vrai qu'il est vraiment pas discret. Et concrètement, la scène de l'interview de Pita dans le film, elle est raccord. Et sinon, je suis pas objective, comme d'habitude, mais putain, il a une gueule d'amour quand il dit que Katniss, elle est là avec lui. Et après, on a un petit plan à rajouter, comme du coup Katniss n'est pas sur la scène et que les tribunes n'y sont pas, il y a que lui. On a un plan de Katniss juste après sa bombe, où elle regarde Pita à travers l'écran, du coup, parce qu'elle a le retour en fait du plateau sur un écran, et elle le fusille du regard. Mais Jennifer Lawrence, elle a un regard, franchement, c'est un truc de ouf. J'adore son jeu, elle va le massacrer. Et je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des scènes coupées avec les interviews des autres tribus aussi. Ah non. Ça fait un moment que j'ai pas vu ça fait un moment que j'ai vu la vidéo, donc je sais plus exactement ce qui est dit dedans, mais je sais qu'il y a plusieurs scènes coupées qu'on peut retrouver sur YouTube. Ça doit être dans les DVD, non, aussi? Sûrement, ouais. C'est possible. Ah, faudra que je regarde. Je crois que dans les scènes coupées, j'ai un vague souvenir comme quoi on apprend certaines choses, genre que Clove et Marvel étaient volontaires, alors que c'est pas mentionné dans les livres. Bah, et surtout, Marvel, c'est celui qui a un pied beau, non? Alors, j'ai une question, parce que j'allais en parler dans les digressions, et donc je saute sur l'occasion. Dans les chapitres qu'on a lus précédemment, il y a marqué que c'est Marvel, donc le garçon du district 1, qui a un pied beau, donc un handicap. Et là, dans ce chapitre-ci, il y a justement marqué que c'est, je cite, le garçon du district 10 qui est estropié. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sont tous les deux handicapés ou est-ce que Est-ce qu'il y a un il bug, y a eu ouais. un problème dans le genre ils ont rajouté un 0 au hasard ou... Ouais, ça m'a fait tiquer aussi quand j'ai vu 10, je me suis dit Ah mais c'était oui, pas le 1 et et 10. puis je sais pas si du coup c'est deux garçons qui ont chacun un problème au pied ou si c'est une erreur, je me suis posé la question aussi. Peut-être Faudrait avec savoir si la en VO. version Ouais. Je suis dans mon édition anglaise aussi si jamais. Ah, Dans l'édition en anglais, sur le chapitre où il regarde la moisson, il y a marqué A crippled foot from District 10, donc District 10. C'est peut-être un problème de ok. traduction. Ah, c'est un... Ouais. Ok, donc c'est pas du tout Marvel qui a... Ouais. Et ce qui serait étonnant, parce que tu te dis pourquoi le mec il se porte volontaire alors qu'il est Ouais. susceptible de... Enfin, voilà, c'est compliqué, hein. Bah dans le livre, il n'y a pas mention qu'il est volontaire, donc ça aurait pu fonctionner, mais... Ah ouais, donc c'est une erreur de traduction. Le 10 c'est passé à 1. Je revérifie dans la version française le même endroit, mais ouais. Et le district 10, c'est quoi déjà? C'est l'agriculture? Je crois que c'est le 11, agriculture. Et 10, c'est élevage. Ah ouais.
Donc même le pauvre, en plus, pour travailler dans l'élevage avec une difficulté comme ça... Mais après, il y a peut-être un emploi Oui, qui bah oui, serait j'imagine adapté à qu'il- son ouais. handicap. Parce que je sais que c'est un truc qu'on n'a plus trop maintenant dans notre société. Enfin, attention, ça va être encore engagé. Euh, moi, j'avais lu que dans la façon de gérer le handicap avant, notamment par rapport à tout ce qui est myopie et ce genre de choses, on attribuait les métiers en fonction des capacités qu'on avait. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui était très myope, et à l'époque, à l'époque, je sais pas exactement, je me souviens plus quand c'était. C'était par exemple au Moyen-Âge ou au temps des Lumières et tout ça, ils n'avaient pas forcément accès aux lunettes. Et du coup, les personnes qui avaient des problèmes de myopie s'occupaient des métiers où il fallait être très près du travail, Oui, en fait, ouais. plutôt que des trucs où tu dois voir de loin, par exemple. Et du coup, là-dessus, c'était un peu plus adapté. Donc peut-être que c'est pareil dans les districts. En tout cas, j'ai vérifié et dans la version française, il y a marqué district 1, donc c'est bien un problème de Ouais. traduction. Mystère résolu, dis donc. Et oh waouh, cette fin est incroyable. Du coup, merci Amandine pour cette partie riche en rebondissements. On peut dire que Susan Collins, elle sait comment mettre fin à un chapitre. On passe maintenant à la partie préférée d'Arwen, du coup, si c'est pas Amandine. Bon, pour la petite histoire, voilà, on prépare un petit document où on se lit quelques passages, et du coup, j'avais écrit que le renommage était la partie préférée d'Amandine, et du coup, il y a un petit commentaire qui est apparu en disant « j'aime bien, mais c'est pas moi !» Je pense que tu me confonds avec Arwen. Donc voilà, c'est la partie préférée d'Arwen. Oui, c'est très rigolo. Et donc du coup, Arwen, commence. Est-ce que tu as été inspirée Ah et bah. est-ce que tu as des bons Mince. titres de renommage? J'aurais mieux fait de me taire. L'élève qui baisse la tête pour pas être interrogé. Alors, j'en ai 3. Oh. Le premier, c'est une petite rêve, c'est Entretien avec un vampire. Flickerman Oh. étant le vampire, évidemment, Oh. puisqu'il vieillit pas. Le deuxième, c'est une petite rêve à tous les fans comme moi de Louis de Funès. Oh. Il est l'heure d'écouter vos mentors pour avoir des sponsors. Trop bien. Ah, bien joué. Voilà, petite référence à La Folie des Grandeurs. Un vrai chef-d'œuvre. Je suis d'accord. Et le troisième, c'est Katniss sans flamme sous les feux des projecteurs. J'avais hésité à mettre juste sous les feux des projecteurs, je savais pas trop, j'avais envie de faire un truc avec la fille du feu et le fait qu'elle soit sous les projecteurs, voilà. Un peu moins abouti, j'ai pas eu le temps de le peaufiner. Oh, mais il y en a quand même déjà 2 qui sont très bons. Amandine, est-ce que tu veux poursuivre? Oui. Moi, j'ai noté un ami dans la salle. Oh, c'est Oh. bien. Trop Voilà, bien. c'est tout. J'en ai qu'un seul. Claire? Oui. J'en ai qu'un. Je suis très contente du mien. C'est une ref à 4 mariages pour une lune de miel. C'est un film, c'est ça? J'ai pas Non, la c'est une rêve. émission. C'est une émission. Ah, c'est une émission. Ah oui. Ouais, et ils jugent les mariages. Ah oui, 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 oui. Ah oui, Il y c'est a le genre truc du... 4 mariages. Cette robe, vraiment. Bah, tu fais pas si Et bien le dire. prix, du coup, c'est qui gagne une lune de miel. Ouais. Exactement. Ouais. Le mien, c'est la tribu avec des flammes. Une robe vraiment. C'est ça le Mais mien. du coup, j'avais trouvé ton... Exactement. Et j'avais peur en plus. Ah ouais, elle arrêtait pas de dire. Alors ça, c'est une ref à quelque chose. Et c'est là. Pas la mienne, s'il vous plaît. Je la vois vraiment, la dame, en plus. Elle est très drôle, cette dame. Il y en a plusieurs, hein, du coup. Des vidéos qui sont drôles. Des mèmes. Et toi, May? Alors,
Moi, j'en ai 2. Et pareil, c'est que des refs pop culture. Donc, j'en ai une. Le premier, c'est Confessions intimes. C'est quoi la parodie? C'est Confessions nocturnes? C'est quoi? Non, mais Confessions intimes, je crois que c'est une émission de ouais. télé. Ouais. Ah oui, mais C'est c'est Confessions comment ça s'appelle, nocturnes. la parodie? Tu penses à Confessions Confession nocturne nocturnes. et Mauvaise foi nocturne. Mauvaise foi nocturne. Ah, Mauvaise foi nocturne, voilà, c'est ça. Et la deuxième, il faut imaginer qu'il y ait un chanteur en voix off qui chante ça avec un plan de Katniss. Trahison, disgrâce. L'esprit de l'amour est marqué sur sa face. Ou du coup, non, pouce pour Pita, parce que c'est l'esprit de l'amour. Voilà, C'est c'était bien, super. tu as pris mon relais pour la petite interlude musicale. Voilà, il pleut en ce moment, c'est à cause de moi, pardon. Bah écoute, moi je suis dans le nord, donc ça me change pas beaucoup. Et elle est un cliché. Moi j'ai la hein. tempête Nils, donc bon. Ah oui, c'est vrai. Et on a eu la tempête aussi. Bon, on le remercie pas, hein, ça s'arrête pas de pleuvoir. Alors, et sur ces superbes renommages, on va passer aux persos et aux moments marquants. Alors, racontez-moi maintenant, c'est quoi vos petits persos et vos moments marquants? Claire, tu commences? Alors, moi, mon personnage préféré de ce chapitre, enfin mon personnage marquant, c'est Lavinia. Parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont elle prend soin de Katniss. Et je trouve ça très beau. Parce qu'il n'y avait rien qui l'obligeait à pardonner. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, c'est mon personnage préféré cette fois-ci. Et mon moment préf. Évidemment, c'est la révélation de Pita. Donc, voilà. Vous, c'est quoi? Eh ben, qui est-ce qui veut continuer? Vas-y, Amandine. Ok, j'y vais. Moi, comme perso, j'ai choisi Sina, parce que je trouve qu'il trouve les mots justes pour aider Katniss, et il a un soutien dans la salle. Katniss, elle arrête pas de se raccrocher à lui à chaque fois qu'il y a une question, à chaque fois qu'elle est perdue, elle le cherche du regard, et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé sa présence dans le chapitre. Et pour le moment marquant, j'ai choisi le petit numéro comique entre Pita et César qui se reniflent pour savoir s'ils sentent la rose ou pas. C'est très rigolo, très comique. Et moi, figure-toi que j'ai rigolé parce que j'ai écrit exactement pareil que toi pour le perso préféré. J'ai écrit Sina, c'est un vrai soutien pour Katniss à ce moment-là. Il sait ce dont elle a besoin, il est là pour elle, etc. Donc il est juste incroyable, quoi. Et mon moment préféré et mon moment marquant, comme Claire, évidemment, c'est le moment où Pita révèle son grand amour au grand jour. Et déjà parce que c'est beaucoup trop mignon, je fonds. Et en plus, je trouve que niveau tactique, c'est quand même incroyable, quoi. Et puis, il est juste vraiment doué avec le public. Là, on le voit, il les tient dans sa main, quoi. C'est... Sans forcer, en Voilà. plus. Ouais. C'est Ouais, naturel, chapeau. quoi. Il est pas faux cul, pour le coup. Ouais. Enfin, pas faux Non, cul. non. Envers le Capitole, si, peut-être un peu, mais... Il est sincère, quand même, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Ouais, on voit déjà qu'il est très fort à ce jeu-là. Eh bien, sans surprise, en fait, vous avez déjà tout dit. en perso marquant, j'ai écrit Sina, avec une petite, entre parenthèses, hésitation avec Pita, bien sûr. Mais bon, Sina. Pour tout ce que vous avez dit, Sina. Mais Et, il y a personne qui a pris Pita. Non, personne n'a pris Pita. Non. Wow. Et j'ai fait attention pendant tout le chapitre, on ne lui a même pas donné un seul point. Je trouve ça inadmissible. Allez, 10 points pour Pita. Non, mais je pense qu'on peut quand même lui en donner un pour sa petite déclaration. Ça, c'est clair. Ouais, parce qu'il est quand même vachement mimi. Mais c'est habitué. Le gars, il respire, on lui donne un point. Oui, on a tous besoin d'un Pita dans sa vie. Voilà, c'est tout. Exactement. Et un moment marquant, j'ai noté, du coup, pareil que vous, la révélation de Pita et la conversation Katniss-Sina. Donc, ça vous rejoint complètement. Je suis la seule à choisir le numéro de reniflage. C'est un bon moment aussi. Ah ouais, Ouais. c'est super drôle. J'aime beaucoup dans le film cette scène, elle est géniale. Ouais. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est maintenant l'heure du personnage surprise.
Claire, est-ce que tu nous fais deviner ce que c'est? Enfin, Eh qui c'est? bien, je peux vous faire deviner qui c'est. Et devinez qui c'est du coup. Est-ce que c'est Marie dans le Ça, je chapitre sais pas. C'est quelqu'un qu'on voit dans le chapitre. Lavinia? Non. Quelqu'un qu'on voit dans le chapitre. Qui est mentionné ou qui a vraiment un rôle dans le chapitre? Il apparaît dans le chapitre. Un tribut? Oui. Marvel. Trèche? Ah, Trèche? Ouais, Marvel, étant donné qu'on n'avait pas l'information sur son pseudo, je me suis dit que c'était peut-être pas judicieux. Du coup, j'ai pas entendu les autres réponses. Trèche? Ouais, c'est lui. ah. Donc, pour le personnage mystère de cette semaine, donc c'est de Trèche que j'ai voulu vous parler. Alors, on sait pas énormément de choses sur lui et sur sa vie d'avant les jeux, parce que Katniss, elle a pas énormément d'interaction avec. On sait qu'il vient du district 11 de l'agriculture, qu'il a une grand-mère et une sœur, qu'il a été moissonné avec Rue, et qu'il a obtenu le très haut score de 10 à l'entraînement. Alors, attention, gros spoiler pour la suite du livre, parce que je vais spoiler globalement tout son parcours dans l'arène. Donc c'est un des premiers tribus qui se sert à la corne d'abondance. Et évidemment, il survit au bain de sang. Pendant tous les jeux, on suppose qu'il occupe une sorte de champ juste à côté de la forêt. Il y a une sorte de champ... Moi, j'imagine un peu ça comme un champ de blé. Je sais pas exactement si c'est ça. Peut-être plutôt une prairie. Pour moi, c'est un truc avec des hautes herbes. Parce qu'en fait, c'est mentionné qu'il s'en sert pour avoir de la nourriture. Et aussi qu'en fait, il y a tellement peu de visibilité dans là où il est caché que les carrières n'osent pas, en fait, n'osent pas y aller. Ils le laissent globalement tranquille pendant les jeux, quoi. Et en plus de ça, Katniss, elle mentionne qu'il a l'air mieux nourri quand elle le recroise plus tard dans l'arène qu'avant les jeux. Donc soit il a vraiment reçu beaucoup de cadeaux de sponsors, soit il s'est bien nourri avec le champ, quoi. Il a trouvé un frigo dans le champ. Mais ça me paraît un peu bizarre, genre il ramasse du blé et il mange du blé cru, je sais pas. Non. C'est un peu bizarre. Mais... Le gars, il a trouvé un frigo dans le champ et il est peinard. Il est assis dans l'herbe avec son frigo ouvert, il Ou mange. alors il a trouvé un moulin et il se fait un petit pain avec son blé. Il se fait de la farine. ça et se tout. trouve. Je sais pas trop comment il le fait. Mais... C'était ça. Le mec, tout le monde s'entretue, lui, il est peinard, il fait son pain. Je me dis, ça se trouve, c'était ça qu'il y avait dans son sac à dos au festin. C'était le moulin pour faire le pain. Où est-ce que j'en étais, pardon. Donc plus tard, lors du fameux festin qui est organisé par les Game Makers, donc il tue Clove, la tribu du district 2, après l'avoir entendu narguer Katniss à propos de la mort de Rue. Il laisse Katniss fuir et prend aussi le sac attribué au district 2. Il est finalement tué, on suppose, par Cato, qui était parti en fait pour récupérer le sac. Et dans le film, c'est un peu différent parce qu'il est tué par les mutations génétiques. Vous savez, les sortes de chiens à la fin. Ouais. Dans le tome 2, Katniss... Bon, du coup... J'ai l'impression de faire un énorme bond, mais ok. Dans le tome 2, Katniss et Peeta rendent hommage à Trèche et à Rue pendant leur étape au district 11 pendant la tournée des vainqueurs. Ils honorent les qualités des tribus et ils donnent 1 mois de leur gain à leur famille jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est à peu près toutes les infos que j'ai pu trouver sur lui, mais vous allez me dire, mais dis donc Claire, on va apprendre tout ça bientôt, pourquoi t'as choisi Trèche? En plus, tu nous as même pas parlé d'étymologie cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Mais dis donc Claire, pourquoi t'as juste... On va pas parler d'étymologie. On va se savoir tout ça bientôt. Du coup, je vais vous parler d'étymologie, vu que vous me l'avez demandé. Quand même. Alors, je vais très certainement mal le prononcer, donc si jamais au montage vous voulez mettre une sorte de voix off avec la bonne prononciation, je veux bien. Donc le mot, moi ce que je dis trèche, mais qui doit sûrement se prononcer fraîche avec le TH au début. Donc le mot trèche en anglais, c'est quelque chose qui est assez typique du district 11, que c'est relatif à l'agriculture. En fait, c'est une méthode de récolte où on agite les épis pour séparer le grain en fait de
de la paille. S'il y a des personnes qui sont calées en agriculture, envoyez-moi des messages, s'il vous plaît, pour me dire si c'est ça ou pas. Donc ouais, il a un nom vraiment typique de son district. Et aussi, je voulais vous parler d'un parallèle en fait entre Tresh et un autre tribu qu'on voit dans un des préquels. Est-ce que vous voulez deviner de qui je veux parler? Dans le préquel sur Snow, comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Mais c'est dans celui-là? Ouais. C'est Jessup, non? Non, c'est pas lui. Jessup, c'est celui du district 12. Ah, je confonds. Mais c'est pas lui. Et je vous le dis Ouais. du coup. Moi, je voulais vous parler du coup de Reaper Ah, Ash, oui, voilà, qui est c'était le ça. tribu du district 11, donc le même district. Et en fait, il y a beaucoup de similarités entre les deux tribus. Donc déjà, c'est les tribus masculins donc du district 11, comme on vient de le dire. Les deux sont très grands, très costauds. Les deux sont taciturnes. On mentionne même que Reaper, pendant ses interviews, il dit pas grand-chose. Il répond par oui, par non, et ça s'arrête là. Et aussi, il voit sa fin différer dans les films, c'est-à-dire que les deux meurent à cause des mutations génétiques plutôt que de la main d'un autre tribu. Et les deux, ils ont des qualités qui sont assez similaires, c'est-à-dire que ils ont beaucoup de force, ils seraient capables littéralement de battre tous les autres tribus, ils en ont les capacités, mais à côté de ça, ils font quand même preuve d'une assez grande... d'une grandeur d'âme en fait, c'est-à-dire que Tresh il épargne Katniss, il a quand même une sorte de code d'honneur, à part pendant le bain de sang, j'ai pas souvenir qu'il aille tuer d'autres tribus, il va pas traquer les autres tribus, il fait juste sa petite vie dans son champ, et pour Reaper justement c'est un peu, non, je crois quand même il tue quand même un peu plus de monde, mais il fait quand même en sorte qu'il y ait une morgue en fait, dans l'arène où il les couvre avec un drapeau. Le drapeau. Ouais. Et en fait, certes, c'est horrible, ce qu'il est obligé de faire, c'est horrible et c'est quelque chose qui lui convient pas, mais au moins il leur rend un peu de dignité à ce moment-là et je trouve que c'est un parallèle que je retrouve aussi chez Tresh, justement. Donc voilà, donc, comme je disais, les deux sont forcés de jouer le jeu du Capitole. Mais les deux décident de le faire de la manière qui leur paraît la plus juste possible. Et voilà. Merci Claire pour cette présentation de Tresh. Merci, c'était très intéressant. Et j'ai bien aimé la comparaison avec Reaper. Moi, je suis contente si ça vous a plu. Et j'ai fait des petites recherches vite fait à propos de l'ustensile là que tu disais, le Tresh, le truc pour séparer le blé de l'épi là. Ça s'appelle un fléau en français. Ah ouais? C'est un... Enfin, je crois que ça s'appelle un fléau. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un... Je vais vous l'envoyer. C'est un espèce de bâton en bois relié... je sais pas trop comment il est, la jointure. Et à l'autre bout, il y a encore un autre morceau de bois, mais qui bouge. Enfin, je vais vous l'envoyer, ça sera plus facile, parce que je sais pas comment expliquer. Et en fait, au Moyen-Âge, tu tapais... Enfin, au Moyen-Âge, même après... Jusqu'à temps qu'on invente les machines agricoles de maintenant, tu tapais dessus en fait, tu tapais sur les tas de blé. Alors faut que je vous envoie ça. Et je l'ai fait en fait en plus l'année dernière. On a fait une petite visite à l'école, on a vu tout ça. Et ouais, donc du coup c'est ça. C'est étrange. Tu faisais tout à la main en fait, t'avais plusieurs. Ah oui, parce qu'il y a le fléau qui sert aussi comme arme. Arme de guerre là avec l'espèce de grosse boule avec la pointe, mais là c'est pas ça, c'est tout ça sera bien évidemment mis sur Instagram au moment voulu. Voilà, la photo s'est envoyée et c'est vachement lourd et faut la tenir de côté d'ailleurs, ne surtout pas faire le mouvement de haut en bas sinon vous prenez la deuxième partie dans la tronche. Il faut aller sur le côté et paf, taper super fort au sol. Mais du coup, t'as essayé? Ouais. Ça a l'air un peu dur comme activité, non? Ouais, et en gros, on nous expliquait que t'avais, en gros, à l'époque, toute la famille travaillait constamment pour
soit se nourrir, soit fabriquer de la laine pour... Enfin voilà. Et du coup, en gros, pour ce qui est de tout ce moment-là, le battage, ça s'appelle le battage. Ok. C'est les hommes qui, justement, battaient le blé. Les femmes, ensuite, elles faisaient le vannage. Et en gros, t'as un espèce de tamis géant où tu mettais justement tout ce qui traînait, du coup, au sol après. Et avec un espèce de mouvement, apparemment comme le couscous, pour aérer le couscous ou faire je sais pas quoi, tu fais un mouvement avec tes mains, avec le tamis dans tes mains. Et en gros, comme le blé est plus lourd, il va moins s'envoler et il va retomber dans ton tamis, alors que toutes les petites parties toutes fines du blé, un peu feuilles et tout ça, vont s'envoler grâce au vent, d'où le vannage. Et après, c'est les enfants qui, avec une machine, s'amusaient à, mettaient le blé dans une machine et ça le triait. Ou alors c'est déjà pour le moudre un peu, je sais plus. Enfin, il y a une troisième partie où c'était les enfants qui faisaient. C'était le petit point agriculture des années 1900. Ça m'étonnerait pas que ce soit un système un peu similaire. Ah bah grave, parce que je pense qu'ils n'ont pas de moissonneuse. Hein. Ouais. Je pense que c'est clairement tout à la main. Donc on vous postera tout ça. Merci Maï. Mais de rien. C'est toi qui as fait tout le travail. Bah t'as beaucoup d'infos que j'avais pas quand même. Bah, nous passons à la suite. Et la suite étant les missives interdistricts. Alors, nous avons encore une fois reçu quelques messages, toujours de qualité. C'est donc le moment de vous partager tout ça. Mireille qui nous a envoyé un petit mot absolument trop choupi, nous disant tout d'abord qu'elle avait rattrapé son retard et que grâce à nous, elle avait très envie de relire encore une fois la saga, à défaut des livres de sa pile à lire. Trop bien. Ouais. Elle précise, j'aime beaucoup vous écouter, ça enrichit l'histoire, de vous entendre discuter et débattre. J'ai même eu le droit à une petite mention spéciale pour mon rire communicatif. Merci beaucoup Mireille. Ça nous fait très plaisir d'avoir ton message. Merci. Ensuite, on a reçu un message de Girondoudou qui nous indique ses petites habitudes de lecture. Je relis un chapitre le dimanche et je vous écoute dans la foulée. Merci beaucoup. Elle apprécie également les focus personnages qu'elle trouve très intéressants en précisant « Même quand on a peu d'informations, vous en faites quelque chose de super. » Ça, c'est pour les super idées de Arwen. J'ai vu les commentaires. Encore une fois, j'avais écrit Amandine alors que c'était Arwen. Décidément, hein, Arwen, je t'en veux. Tu m'aimes plus, c'est ça? Et moi, je fais rien et j'ai tous les mérites. Et donc du coup, ouais, c'était par rapport à la super idée, qu'est-ce qu'on imagine qui va arriver à ce personnage. Slime Mama, quant à elle, est ravie qu'on parle d'elle. J'avoue que moi aussi, j'aime bien. Alors, mais ce n'est pas tout. Elle profite de cette missive pour rebondir à propos d'un commentaire de Claire sur Katniss, la parano-manipulatrice. Je cite. « Je suis aussi convaincue que c'est un moyen de préservation, de se convaincre elle-même de ne pas s'attacher. Et justement, parce qu'elle commence à s'attacher. C'est une défense instinctive. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Slime Mama? Ça fait complètement sens. Forcément, elle est d'accord avec moi, je vais être d'accord avec elle. Mais ouais, ça se tient, hein. On est d'accord. Et enfin, Flowers est ravie qu'un podcast sur Hunger Games existe et nous précise qu'elle est Team Pita, mais avec une tendresse pour Gail quand même. Merci à toi pour le commentaire. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous écouter et merci pour vos messages. Je suis comme une folle à chaque fois qu'on en a un. Et après, il y a une petite phrase bleue. Est-ce que, Amandine, tu voulais dire pardon aux auditeurs pour High School Musical? C'est vrai que dans les commentaires qu'on a reçus sur le dernier épisode qui est sorti où on parlait d'High School Musical, on a eu des remarques sur High School Musical justement et qu'on a peut-être mis des musiques dans la tête, donc pardon. En plus de donner envie de... Ouais, non, je suis désolée, mais non. En plus de donner aux gens envie de relire les livres, on leur donne envie de regarder High School Musical, c'est bien, non? On est forte en communication comme ça. Surtout que c'est tout à fait lié. Bah oui. Bah oui. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous tous qui nous envoyez des petits messages et de réagir, ça nous fait très plaisir.
Il est déjà temps de se dire au revoir. Mais avant ça, merci les filles pour cet excellent chapitre. Merci à vous. Merci à vous. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y aura très certainement moins de matière à rire. On va Mais non. s'arranger. Oui, je pense T'inquiète. qu'on devrait s'en sortir. Challenge accepted. A few moments later. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit avis ou même une précision sur l'épisode. On sera ravis de vous lire et de vous répondre dans l'un des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner et à laisser des petites étoiles sur les applis qui le permettent. Cela nous aide grandement à gagner en visibilité. Vous pouvez nous joindre également sur Instagram ou par mail. Tous les liens de contact sont dans les descriptions. On se retrouve dans 2 semaines avec le chapitre 10 et donc le début de la seconde partie du tome 1, qui se nomme Les Jeux. Pita vient de déballer devant des millions de personnes qu'il est amoureux de Katniss. Mais est-ce réel ou pas réel? Au Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt!